J'ai vécu quelque chose de paranormal et que je ne pourrais jamais expliquer. C'est dans l'enquête du pensionnat abandonné. On va entendre tous les trois, autour de nous, une chansonnette, une petite fille qui chantonne, qui va faire... C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Salut, moi c'est Anton, enquêteur en paranormal et plus communément appelé chasseur de fantômes. Je fais partie de l'équipe de RIP et je suis invité aujourd'hui par Melty pour analyser ce qui se passe dans le cinéma et pour comparer à ce que moi je vis en enquête dans la réalité. Allez, c'est parti. I saw someone! There was a woman dressed as a maid. Ed, we're getting something. Just say no, wait, we need this. Why don't we need pictures of Cindy? Conjuring, c'est vraiment un des films que je préfère et qui se rapproche le plus de la réalité et en tout cas ce que moi je fais depuis une quinzaine d'années. Après, bien sûr, c'est du cinéma américain, donc on se rend bien compte que là, le fantôme, il est imagé, on le voit. On voit cette petite fille dans le couloir. En général, les fantômes, on les aperçoit plus qu'on ne les voit. C'est plutôt sous forme d'ombre, de silhouette, de ressenti. Là, ce qui est très très bien décrit, et on voit bien qu'il y a eu un travail de fond assez important. Alors, les Warren, c'est dans les années 60, donc on voit bien qu'ils utilisent des outils qui sont des précurseurs des outils que nous on utilise, beaucoup moins modernes. Ce qui me fait sourire, c'est cet appareil photo qui se déclenche. Dans l'une de nos enquêtes, l'année dernière d'ailleurs, je suis avec mon collègue Denis et on est dans un château où le propriétaire il a été étranglé et on a installé un appareil photo justement avec un capteur qui détecte justement les changements de température. Et on rentre et toute la nuit il s'est pas passé grand chose. On est dans le salon et puis après une quinzaine de minutes, il y a quelque chose qui se passe à la gorge. Sachant que la petite histoire, l'évêque il a été étranglé, donc coïncidence ou pas, on ne sait pas. Et puis à un moment donné, il entend un bruit, il se retourne, il dit « mais j'ai entendu quelque chose juste derrière moi ». Et là, le flash se déclenche. Bam, bam, 3, 4, 5, 6 fois de suite. Un peu comme dans cet extrait en fait. Donc cet extrait de Conjuring se rapproche grossièrement de la réalité de ce que j'ai pu vivre en enquête. Ce qui est très différent dans notre approche de l'étrange, c'est que dans notre équipe, il n'y a pas de croyance. Nous, on n'est pas du tout un peu comme Lorraine dans ce spirit. Nous, en tout cas, dans l'équipe de RIP, on ne pratique pas, on n'a pas de médium. Malheureusement, j'ai jamais rencontré de médium ou de personnes qui pratiquent le spiritisme qui m'ont convaincu. À mon sens, un médium, c'est quelqu'un qui énergétiquement va ressentir certaines vibrations et va pouvoir nous indiquer si il est sujet à des phénomènes invisibles autour de lui. Il y a des médiums, il faut s'en méfier. Ils sont dans le dogme, ils sont dans le prosélytisme et ils vont vous dire derrière toi, il y a ta grand-mère, elle est en jupe rouge, elle a la main sur ton épaule et elle te dit qu'elle t'aime. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il suffit que la personne soit psychologiquement un petit peu plus friable, un peu plus fragile. Elle va interpréter n'importe quel signe qu'elle puisse trouver et qui peut la rassurer, ce qu'on appelle un distillateur d'espoir. Et des fois, ça mène au suicide, ça mène à la folie. Donc je sais qu'il y a des médiums qui sont là-dedans, fuyez-les. Restez loin. On n'a pas du tout la même manière de faire. Ce n'est pas on ne croit ou on ne croit pas aux fantômes. Pour moi, c'est bien trop réducteur et ça empêche de réfléchir. On est tous dans le doute. Quand on a fondé l'équipe de RIP en 2005, on était beaucoup plus dans le protocolaire. Comment amener les gens à imaginer qu'il y a la possibilité qu'il y ait une vie après la mort. Donc pour ça, il faut avoir une démarche scientifique ou rationnelle. On a des théories appliquées, on va émettre plusieurs hypothèses et à la fin, en général, différentes conclusions. Et on laisse soit les spectateurs, soit les gens avec qui on est en conférence faire le choix. On n'est pas dans le dogme, on n'est pas là pour imposer une vision. Et je pense que c'est ça la différence. C'est vrai que dans les films, en général, les chasseurs de fantômes croient dur comme fer, au final, à l'existence des fantômes, alors que nous, on est plus dans le doute. Pour avancer. On va d'abord mettre en lumière ce qui est explicable, pour ensuite se pencher sur vraiment ce qui est inexpliqué. Là, on est dans le pur cinéma américain. Le seul rapport à la réalité peut être cette maison en bois, isolée, qui souvent est l'image classique de la maison hantée. Après, on est dans le too much, là. Ça court, ça crie, ils transpirent, ils ont perdu 2 litres d'eau, ils sont en transe, ils ont peur. Dans l'original, c'est beaucoup plus proche de la réalité, puisqu'il se retrouve à la fin dans la cave, il est tout seul et on ne voit jamais le fantôme ou la sorcière. Là, on l'aperçoit.
Et le fait, encore une fois, de matérialiser cette sorcière, on est vraiment très très loin de la réalité. Dans la chasse aux fantômes et l'étude des phénomènes paranormaux, on est beaucoup plus dans la patience, dans l'observation. Des fois, il arrive qu'on puisse rester 8 heures dans un même lieu, parfois une même pièce, sans qu'il ne se passe absolument rien. Oui, on a déjà couru dans les enquêtes parce que soit on était témoin d'un phénomène ou alors de l'autre équipe, de l'autre binôme qui vivait quelque chose, mais pas par peur, parce que là ce qui est mis en scène, c'est la peur au final. Et c'est dommage parce que ça fait croire aux gens que les fantômes ou les sorcières ou les dames blanches sont mal intentionnés, ce qui est totalement faux. Oui, il est possible que certains fantômes, certaines entités aient une interaction physique, légère, rapide. Mais là, ce qui se passe, casser une porte. Je vais quand même dire, je suis en enquête avec l'équipe. C'est en Italie, c'est au château de Malaspina. Donc c'est un château qui est chargé d'histoire. Il y a plusieurs histoires de fantômes. Et la première nuit, je suis avec Denis dans cette pièce où il y avait une comtesse qui enfermait ses amants et les faisait tomber dans un puits avec des pics. Donc on commence l'enquête, il ne se passe pas grand-chose, il y a un bruit qui nous alerte, bon. Et Denis va s'asseoir sur une chaise. Un de nos appareils va se mettre en marche, va détecter quelque chose. D'un seul coup, la chaise de Denis sur laquelle il est assis casse, le pied de chaise se coupe en deux et ça se transforme en un pic qui remonte entre ses parties génitales, qui remonte jusqu'au niveau de son nombril. Donc ça, c'est peut-être, on va dire, le seul objet en 15 ans que j'ai vu sous mes yeux se briser. Là où il y a eu une peur globale, c'est dans l'enquête du pensionnat abandonné. C'est un ancien préventorium, donc où on soignait les enfants atteints de tuberculose. Puis ensuite, il a accueilli des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on décide de s'y rendre, on arrive par chance à joindre la propriétaire. Elle nous donne la clé et il va se passer pendant 2 nuits d'enquête des choses qui nous dépassent. Des lumières qui vont s'allumer toutes seules, des bruits comme si on marchait sur du verre dans du couloir. Vient mon tour d'enquêter et je vais aller dans cette grande salle de jeu qui fait 60 mètres carrés. Mariana a l'impression de voir une ombre passer derrière elle et à ce moment précis, on va entendre tous les trois autour de nous une chansonnette, une petite fille qui chantonne, qui va faire vient un silence de 5-6 secondes, on se regarde et on se dit vous avez entendu? C'était quoi? D'où provient ce son? Mystère. C'est pas cette peur qu'on voit dans les films où il court. Non, c'est une peur de se dire j'ai vécu quelque chose de paranormal et que je ne pourrais jamais expliquer, en tout cas pas pour le moment. Génial. C'est la meilleure série sur les fantômes. Donc on est encore une fois dans l'image du fantôme. Elle n'est pas dans l'exagération parce qu'on voit bien, il n'est pas là à casser la porte, il n'est pas là à retourner le lit, le gosse il n'est pas là à être traîné sur le parquet. Et je trouve que ça correspond beaucoup plus à ce que parfois on peut vivre en enquête, parce qu'on est plus souvent dans la tension que dans la peur. Le phénomène, je vais dire classique, c'est cette porte qui s'ouvre. Elles sont aussi très sujettes à débat, ces portes. Parce qu'une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, effectivement, avec un courant d'air, et c'est vite arrivé, une dépressurisation entre la cave et l'étage du dessus. Si je dois faire un rapprochement avec une de nos enquêtes, ça serait avec l'enquête de la crêperie. Une famille qui a tout de plus classique, qui vit des phénomènes assez étranges, dans une maison qu'ils ont achetée, qu'ils ont transformée en crêperie, et qui aurait appartenu à un marin qui s'appelait Louis, qui est mort en mer. Et depuis qu'ils ont entamé les travaux, il se passe des choses très étranges dans leur maison. On va faire 3 nuits d'enquête dans ce lieu. Je suis avec Terry et Arnaud, qui est le réalisateur et le caméraman. Il ne s'est pas passé des choses incroyables, c'est plutôt calme. Et puis on va entendre 3 chutes. On va entendre chut, chut. Et à ce moment-là, la porte d'entrée va s'ouvrir, mais en grand fracas, toute seule. On va refermer la porte, on va bloquer la poignée. On repart niveau cuisine. Et à ce moment-là, je sens un froid glacial sur le bras, et en fait Mariana au QG nous dit revenez dans le salon, la porte s'est réouverte. Elle s'est été réouverte 2 fois de suite. Alors bon, la première fois on peut l'attribuer à un courant d'air. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a une deuxième ouverture de porte, donc un deuxième phénomène étrange, un peu comme là-dedans, sauf que là on voit que c'est le fantôme qui l'ouvre. On a une caméra à l'extérieur devant la porte d'entrée, on a une caméra à l'intérieur, la porte est au milieu, on voit bien qu'il n'y a personne ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Il n'y a pas de courant d'air, et pourtant on voit la porte s'ouvrir, on voit la poignée se baisser. Elle se baisse et la porte s'ouvre. C'est peut-être le phénomène qui peut me rapprocher en tout cas de l'extrait que je viens de voir. Tu es sûr qu'ils sont là?
Quelquefois, ça vient de l'intérieur. C'est comme si vous tombiez à toute vitesse. Vous sentez quelquefois comme des aiguilles qui vous picotent la nuque. Ouais. Ce sont eux. Quand ils se mettent en colère, ils gèlent tout d'un coup. Et tu en vois souvent. Tout le temps. Sixième sens, chef-d'œuvre du cinéma du genre. M. Night Shyamalan a mis en image la théorie que les fantômes, les entités, lorsqu'elles se manifestent ou lorsqu'elles sont à proximité, font chuter les températures. Et qu'elles peuvent interagir avec notre monde physique, soit par les forces magnétiques ou électriques. Il faut savoir que voilà, la conductivité magnétique est indirectement liée à la conductivité thermique. Donc il peut y avoir un rapport de température avec des manifestations. Ça, c'est possible. Là, on est vraiment dans un fait qui peut être réel, qui s'est souvent avéré juste. Dans la plupart des enquêtes où il y a eu parfois des manifestations, on s'est très souvent rendu compte qu'il y avait des baisses de température anormales à un moment précis. On va au château de Steenburg, qui est un château dans la Manche. Il faut savoir que les Allemands ont investi ce château pendant la Seconde Guerre mondiale et il y a une salle de torture en bas. On va descendre dans cette salle de torture avec mon frère, donc on passe dans une sorte de voûte. Il y a des nids d'araignées en plus partout, donc encore une fois, ça peut être cliché, mais c'est véridique. À ce moment-là, on va entendre un cri dans le château. Et puis la température va se mettre à baisser et on va passer de 16 degrés jusqu'à 4 degrés 9 en quasiment 15 minutes. Il faut recroiser l'information. Est-ce qu'à ce moment-là, on était en présence d'une entité qui a pu faire chuter la température ? Peut-être. Les interactions physiques ne sont pas forcément systématiques. En tout cas, moi, ça ne m'est arrivé qu'une fois en 15 ans d'enquête. L'année dernière, dans un ancien hôpital abandonné, je marche dans le couloir et je sens clairement une pression dans le bas du dos. Je vais chanceler, je vais basculer en avant, comme si mes jambes me lâchaient. Et je vais avoir pendant 5-10 minutes une bande rouge dans le bas du dos. Voilà, c'est une sorte de brûlure. Ça m'est arrivé une fois en 15 ans. Je pense qu'à ce moment-là, dans ce service de réanimation, on n'était pas seuls. Is this who we were talking to the other night? Oh my god. Were we ever talking to Debbie? Lane, we can stop. Le Ouija, il y a trois théories. La première théorie, c'est les phénomènes idéomoteurs. En science, ce sont des légères, même invisibles vibrations qui se trouvent dans nos mains, dans nos nerfs, et qui font que, sans s'en rendre compte, on serait capable de déplacer des verres. La deuxième idée, c'est que, bon, effectivement, les fantômes existent, se mettent dans le verre comme une passerelle énergétique et communiquent avec nous. Et la troisième idée, que moi, je m'en fais et je suis persuadé que c'est la bonne, c'est que c'est un phénomène de psychokinésie. Lorsqu'on met 3 ou 4 personnes autour d'une goutte, sur ces 4 personnes, inconsciemment, il y a 3 esclaves et un maître. C'est-à-dire que sur ces 4 personnes, il y a une personne qui, inconsciemment et spirituellement, va être plus forte que les autres. Elle va inconsciemment diriger des choses pour avoir des réponses par rapport à son histoire ou des questions qu'elle se pose elle-même. Ça donne des réponses cohérentes et la personne va dire « mais oui, putain, on parle de mon grand-père ». Et en fait, je suis persuadé que si demain, on met un bandeau sur les yeux aux 4 participants, on fait tourner la planche 3 fois sans que personne sache dans quel sens sont les lettres, nous n'obtiendrons plus aucune réponse cohérente. Parce que ce sont les yeux qui font le lien entre l'inconscient et le conscient. Pour moi, un fantôme, il est impersonnel. Dire qu'on a eu un contact avec un Pierre qui avait 38 ans, qui est mort en telle année, tourné dans l'irrationnel. Dire « Papa, est-ce que c'est toi, par exemple ?» Papa, non, ça c'est... Arrêtez. Faut pas déconner avec le monde de l'invisible, parce que s'il se passe vraiment quelque chose, si vous êtes en présence d'un phénomène paranormal et que vous avez déconné juste avant, en général, ça fait tout drôle. Parce qu'on se dit, mince, en fait, maintenant, il me veut du mal ou il veut m'attaquer. Et après, c'est la psychologie qui prend le dessus, et on rentre chez soi et on va avoir l'impression qu'il est sous notre lit. I'm coming. She said you're getting married 3 times, and then you wait a little bit, and then you turn the lights back on, and then you're supposed to see her body in the mirror, and she's gonna try to kill you. Try and kill you. Good game. Donc là, on est clairement face aux légendes, en fait, un peu comme les légendes de la Dame Blanche. Tu répètes 3 fois et puis elle est censée apparaître dans le miroir. J'ai déjà essayé, elle n'est jamais apparue. Les légendes deviennent au final des outils. On va s'en servir comme prétexte pour faire peur. Et là, on est clairement face à ça. Hein. C'est de la littérature. C'est pas de la réalité. Le mot Dame Blanche est une appellation. Il y a plusieurs types de fantômes. Il y a les entités conscientes, il y a les entités énergétiques, il y a les Dames Blanches, il y a ce que certains appellent les esprits vapeurs, les poltergeists. Donc la Dame Blanche, c'est simplement un nom, c'est simplement une définition. Ce qui est vrai dans les légendes, c'est l'histoire. Puisque l'histoire des fantômes, c'est au final l'histoire de personnes qui furent vivantes. Ce que l'on voit dans Paranormal Activity, c'est ce que l'on fait dans les enquêtes, puisque les caméramans filment caméra au point et en live, en direct. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de tourné ou d'écrit. Ça fait presque plus frissonner parce que c'est réel, parce que n'importe qui, vous, toi, moi, demain on pourrait prendre une caméra et se filmer chez soi pour savoir s'il y a des entités ou des phénomènes paranormaux. Nos caméramans, quand ils nous suivent en enquête,
ils ont la caméra sur l'épaule et effectivement il se passe quelque chose, ça bouge dans tous les sens, on court, on n'a pas le temps de dire attendez, stop, c'est pas quelque chose, on peut la refaire. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi est-ce que nous on enquête la nuit? La nuit, nos sens sont beaucoup plus éveillés. Si vous vous trouvez seul dans votre chambre la nuit, votre oreille va percevoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de bruit qu'en plein jour. En plein jour, il y a une activité, le magnétisme est plus fort. La nuit, c'est beaucoup plus calme, donc on est beaucoup plus alerte. Et quand on fait de la chasse aux fantômes ou de la recherche paranormale, on pratique de la science d'observation et on est quand même beaucoup plus calme et beaucoup mieux à observer la nuit que le jour. Là, clairement, on est dans le sujet des objets hantés. Annabelle en est un symbole. Elle existe vraiment. Dans la réalité, elle n'est pas aussi flippante que dans le film. Comme par exemple, on a aussi la Porsche de James Dean. Tous ceux qui l'ont conduit ont eu des accidents ou sont morts. Il y a eu des propriétaires de certains châteaux qui nous disaient que, par exemple, cette commode ou ce miroir pouvait être hanté. De mon travail d'enquêteur, j'ai pas le droit de remettre en cause son témoignage, je dois le prendre en compte. Maintenant, d'un point de vue personnel, j'y ai jamais assisté. Même si, au final, la Porsche de James Dean, c'est avéré, c'est fait. Mais est-ce que ce n'est pas une coïncidence plutôt que d'associer une Porsche à un fantôme? Là, je reste dubitatif. L'histoire de cette poupée, dans le film, elle est plutôt bien retranscrite. Mais je sais qu'elle est exagérée, je sais qu'elle est modifiée, je sais qu'elle est altérée pour en faire un film. C'est pour dire encore une fois comment parfois je peux être détaché. Si j'étais trop attaché à ce genre de choses, je pense que je développerais mon autosuggestion. Si demain je dois interpréter le geste de Ed et Lorraine Warren sur pourquoi est-ce qu'ils ont enfermé cette poupée, peut-être Lorraine, qui était justement dans la partie spirit et médium, a peut-être senti que cette poupée pouvait être possédée ou pouvait avoir été en lien avec une entité maléfique et que de la laisser en liberté pourrait faire du mal ou nuire à des gens. Mais ça voudrait aussi dire qu'au final, les fantômes, il suffit de les enfermer dans une boîte pour pas qu'ils sortent. Ça n'a plus de sens. Si les fantômes n'ont pas de frontières physiques et peuvent passer les murs ou peuvent passer d'un étage à l'autre, c'est pas une caisse de verre qui va l'empêcher de sortir. Je pense que ça reste encore une fois du folklore.